Bonjour et bienvenue dans le second volet de cet entretien passionnant avec une héroïne et témoin de l'histoire guinéenne, de l'histoire africaine, Madame Nantene Camara Barry, qui a vécu de l'intérieur les luttes de la Guinée nouvellement indépendante. Elle nous parle dans ce volet de la situation de la femme après l'indépendance, de la politique d'éducation, de la nécessité de vulgariser l'histoire africaine au plus grand nombre. Bonne traversée. Éphéméride africaine, pas mon papa. Comment la lutte des femmes s'est-elle organisée une fois la Guinée nouvellement indépendante? Dès les premières heures de la libération du pays, le PDG RIA, avec à sa tête le président Ahmed Sékou Touré, se fixa comme objectif, entre autres, la promotion de la femme et l'établissement de l'égalité juridique entre hommes et femmes. Ainsi, conscient que toute émancipation de la femme passe nécessairement par son éducation, le gouvernement renforça la sensibilisation pour la scolarisation des filles. Et pour ce faire, il s'investit massivement dans la promotion du système éducatif, formation d'enseignants, multiplication des écoles rurales, évidemment avec les moyens de bord. Ainsi, durant les 26 ans de la Révolution, le système éducatif fut très décentralisé. Chaque village, chaque quartier devait avoir son école primaire, chaque arrondissement son collège. À l'université mère, qu'on appelait l'Institut Polytechnique Gamal Abdel Nasser, s'ajoutaient des facultés d'agronomie qui furent créées dans chaque préfecture. Du coup, le nombre d'élèves et d'étudiants explosa. Évidemment, certaines de ces créations, réalisées avec les moyens du bord, ne répondaient pas toujours aux normes requises pour une formation vraiment correcte. Mais cette décentralisation et cet accent mis sur la promotion de l'enseignement et de l'éducation a permis à la Guinée de faire face en quelques décennies à ses besoins primordiaux dans tous les secteurs de la vie. Ce progrès n'a été possible que grâce à la solidarité internationale. C'est le lieu de rendre un hommage mérité à tous ces grands panafricanistes qui, malgré les conditions de vie difficiles en Guinée à cette époque, volèrent au secours de la jeune République pour lui permettre de relever le défi que venait de lui lancer le départ brutal des fonctionnaires français. Ce qui était d'ailleurs une des sanctions que la colonisation infligeait à cette jeune République pour avoir préféré, je cite, la liberté dans la pauvreté à l'opulence dans l'esclavage. Cette phrase, c'est la réponse que Sékou Touré avait donnée au général de Gaulle lorsqu'il est venu faire la campagne en Guinée pour le référendum du 28 septembre 1958. Ces panafricanistes venaient d'un peu partout. Il y avait des Français, des Antillais, des Béninois, des Sénégalais, des Nigériens, des Maliens, des Voltaïques et j'en passe. La liste est longue. Cependant, je voudrais les en remercier et prier le bon Dieu pour qu'il accorde le paradis à ceux d'entre eux qu'il a déjà rappelés à lui et accorde longue vie, santé et bonheur à ceux qui vivent encore. Mais nous ne devons pas oublier non plus nos amis des pays socialistes, dont les enseignants, les techniciens, les médecins et autres apportèrent leur soutien précieux et efficace à la Guinée dans tous les secteurs de la vie. En tant qu'historienne africaine, quel est votre avis sur le fait que les Africains ne se préoccupent que très peu de leur histoire? En effet, toute proportion gardée, les Africains connaissent moins leur histoire qu'ils ne le devaient. Cela s'explique par divers facteurs, dont entre autres le taux élevé d'illettrisme, qui fait que les gens, notamment les jeunes, s'intéressent peu à cet aspect de notre culture, mettant davantage l'accent sur les aspects matériels et autres de notre civilisation. Évidemment, l'illettrisme est un facteur très important de notre méconnaissance de notre histoire, parce que pour connaître l'histoire, il faut savoir lire. Et quand quelqu'un ne sait ni lire ni écrire, même si les documents existent, il ne peut pas y accéder. Par ailleurs, ceux qui s'intéressent à l'histoire sont souvent handicapés, soit par l'insuffisance des documents, soit par les difficultés à y accéder. Certes, l'Afrique a produit et continue de produire de grands historiens, mais la recherche historique requiert de gros moyens financiers, matériels, humains, quelque chose que les chercheurs africains ne possèdent pas toujours par rapport aux pays développés en tout cas.
Et par ailleurs, dans nos universités, l'histoire fait souvent figure de parent pauvre, car elle ne conduit pas automatiquement vers des carrières rémunératrices comme les sciences commerciales par exemple, les sciences médicales, etc. Comment y remédier? Pour redonner à l'histoire ses lettres de noblesse, moi je pense que nos gouvernants devraient faire plus pour la recherche historique, favoriser la publication des résultats des recherches et appuyer la création et la publication de manuels d'histoire qui traitent de toutes les étapes de notre passé et rendre les documents existants plus accessibles d'un point de vue prix. Ensuite, faire une certaine sensibilisation des populations, qu'elles comprennent quelle est l'importance de l'histoire. Parce que l'histoire, ce n'est pas comme les mathématiques. L'histoire, l'utilisation n'est pas concrètement visible. C'est surtout par esprit patriotisme que les gens s'intéressent à l'histoire. Et donc, pour encourager cela, il faut faire en sorte que les chercheurs historiens produisent des œuvres, mais des œuvres de qualité que les populations peuvent exploiter. Et comme le taux d'analphabète ne fait que baisser dans le pays, le niveau éducatif ne fait que monter, la production de ces documents pourrait être un facteur pour améliorer notre connaissance de l'histoire africaine. La tradition orale fait-elle partie des obstacles à une meilleure connaissance de l'histoire africaine? Moi je dis, la tradition orale n'est pas un obstacle à notre histoire. Au contraire, elle peut être un auxiliaire précieux pour la connaissance de l'histoire africaine. Mais elle a ses limites, comme toute science d'ailleurs. En premier lieu, il faut savoir l'exploiter. Parce qu'il faut reconnaître que plus la période étudiée est reculée, plus les détails manquent de précision et plus la datation est difficile. Par ailleurs, comme pour toute œuvre humaine, elle est fortement marquée par la personnalité du traditionnaliste, c'est-à-dire de celui qui livre les informations, par ses sentiments et ses propres analyses des acteurs de l'histoire qu'il raconte, par la profondeur de ses connaissances de cette histoire. Or, plus le temps passe, plus les vrais connaisseurs se font rares. Cependant, la tradition orale peut offrir des informations précieuses sur l'histoire d'une région donnée, notamment sur ses aspects de civilisation, sur ses mœurs et coutumes, mais il faut savoir analyser les données fournies par cette source. Il en est de même d'ailleurs de toutes les sciences, de toutes les sources de l'histoire. Il faut savoir faire une bonne critique des éléments recueillis, faire une critique objective. En un mot, il faut savoir distinguer l'histoire de la légende, l'histoire de l'épopée, savoir faire la part entre le vrai et ce qui tend à magnifier un homme ou une époque. Pour le cas particulier de la Guinée, il est temps qu'une histoire générale du pays voie le jour. Une œuvre débarrassée des considérations idéologiques des périodes que nous avons vécues, à savoir la période coloniale et celle des premières années de l'indépendance, fortement marquée par l'idéologie révolutionnaire. Or, cela est possible. Les ressources humaines sont disponibles. Ce qui manque, c'est l'argent, le nerf de la guerre. Mon cliché africain du jour, c'est tous les historiens africains, comme Joseph Kizerbo, Cheikh Anta Diop, Djibril Tamsir Niane, Hampâté Bâ et les autres, eux qui ont constitué la charnière du comité scientifique international chargé de superviser la rédaction d'une histoire générale de l'Afrique, promue par l'UNESCO et publiée en 9 volumes entre 1980 et 1999. Ce projet répondait à la forte demande des peuples africains dans les années 1960-1970 de faire reconnaître leur identité et de se réapproprier leur histoire. Ce projet, désormais augmenté de nouveaux volumes, est fondamental pour aider les Africains à s'émanciper mentalement. S'émanciper, c'est justement ce qu'a fait notre pilote du jour, Madame Barry Nantene Camara, à travers son parcours exceptionnel qu'elle raconte si bien dans son livre titré Des placères de Sigiri au Palais des Nations, une réussite féminine. Je vous en souhaite une bonne lecture si vous le trouvez près de chez vous et je vous retrouve lundi prochain. Bonne semaine et merci.